Donc, ouais, c'est ça, le Canadien surprend. On a une partie justement aujourd'hui contre le Wild. 2 victoires de suite sur la route pour les hommes de Martin Saint-Louis. Hugo, t'attendais-tu à voir d'aussi belles performances de l'équipe en début de saison? Ah non, du tout. Puis, mais c'est vraiment le fun de voir les joueurs aller. Euh, souvent sur le podcast, je vais parler de chimie d'équipe parce que je pense que c'est un des aspects en fait les plus importants. Mais on voit clairement là, que les joueurs aiment jouer ensemble, semblent avoir beaucoup de plaisir aussi dans les entraînements. Puis ça peut aider grandement un coach comme Martin Saint-Louis qui aime ça, jouer avec ses trios, jouer avec ses alignements partants. Euh, donc ça fait du bien en fait pour tout le monde. Ça rend un peu service à l'entraîneur, mais le fait aussi que les joueurs produits sont efficaces sur la glace, ça rend un service aussi là, aux joueurs. C'est vraiment cool. Toi, Marc-Antoine, qui aime analyser le jeu, justement, j'imagine de voir les jeunes aussi bien performer, ça devient intéressant de pouvoir voir certaines facettes du jeu se développer justement au sein de l'équipe. Ouais, exact. Ben, tu sais, ça m'a fait penser quand on parlait de chimie, c'est un ancien coach des Islanders qui disait c'est important de vous aimer à l'extérieur de la patinoire parce que ça va refléter sur la patinoire. Donc, à l'extérieur de la patinoire pour refléter sur la patinoire. Puis, je sens quand même qu'on n'a pas échangé certaines pièces, par exemple Anderson, Vorak, parce que c'est les joueurs qui sont appréciés de l'équipe. Puis, je suis content de voir Suzuki performer, je suis content de voir Caulfield performer. Par moment, par contre, on a une bonne profondeur. Fait que j'aimerais voir, je trouve, dans ces 2-3 derniers matchs, c'était beaucoup des catalyseurs, puis c'était peut-être un peu plus difficile sur d'autres trios là, d'amener de l'offensive puis d'amener une certaine constance. À chaque présence, on amène du positif. Mais oui, c'est sûr que Caulfield, écoute, c'est pas juste impressionnant. Je veux dire, c'est impressionnant à travers la ligue. Là. Il fait partie des 5 meilleurs pointeurs là, dans les 60 derniers matchs. Là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais justement, on va en parler de Caulfield. Je vais te passer la parole, Julien. 7 buts en 9 matchs depuis le début de la saison, 10 points si je ne me trompe pas. J'imagine on le signe au plus vite. Si l'on le sait, il est en négociation pour un nouveau contrat prochainement. Ben, c'est sûr qu'il faut le signer cette année. J'attendrai quand même après les fêtes là, pour voir si que le pace continue. Il n'y a pas de risque à prendre. Je veux dire, je pense pas qu'il peut faire mieux qu'en ce moment. Là. Le peu qui parie, c'est qu'il ralentisse un peu. Là, parce que je le vois pas vraiment faire 80 points, 50 buts, mais bon, sait-on jamais. Donc, Kent Hughes a tout avantage à attendre avec le début de saison qu'il a. Mais oui, c'est sûr qu'on le signe à long terme là, tout de suite, là, un peu comme Suzuki. Mais la grande question, c'est combien? Là, honnêtement, je me vois mal lui donner plus que Suzuki. Euh, pourrait demander plus, peut-être, s'il se retrouve à faire 40 buts. Disons qu'il y a des bons arguments en sa faveur. En même temps, je pense que c'est le genre de joueur aussi qui aime beaucoup Montréal, qui aime beaucoup Saint-Louis, qui aime beaucoup Suzuki, puis qui est quand même conscient que, s'il veut que l'équipe gagne, il faut quand même qu'il en laisse un peu pour les autres. Là, je pense pas que il va y aller le tout pour le tout. Là, dire, moi, je veux le plus gros contrat, peu importe. Là, je pense qu'il serait prêt à accepter entre 7,5 puis 8,5. Là, ça aller dans du 9,5. Là, comme Johnny Gaudreau ou d'autres là, comme ça. Mhm. Hugo, penses-tu que 8,5, Caulfield est satisfait? Ben, en tout cas, s'il l'est pas, je pense qu'il y a un problème là. On s'entend que c'est son deuxième contrat là, en sortant de son entry level. Écoutez, moi, je pense que ouais, comme Julien l'a dit, là, aux alentours de Suzuki, tu sais, les gars, c'est pas les mêmes types de joueurs, mais vont venir un peu au même résultat là, en termes de points, je pense. Donc, je pense que ouais, dans les autres Suzuki, 7,8, c'est plus bien là, ça a l'allure là, pour Mhm. Caulfield. Mhm. Marc-Antoine, d'accord avec ça aussi? Oh, oui, je pense que oui. Puis c'est toujours difficile à comparer. On compare des choses complètement différentes, puis on pourrait se retrouver à donner le même salaire. C'est sûr que Caulfield a un apport qu'on n'a pas vu à Montréal depuis je ne sais pas combien de temps, c'est-à-dire un gars qui peut potentiellement en faire 40. Le dernier, c'est Pacioretty qui a frisé là, à 39 buts. Mm. Mais la moitié, c'était des filets déserts. Fait que c'est sûr que ça peut être une balance, comprenons-nous bien. Mais oui, il apporte des choses complètement différentes, mais c'est sûr que ça. Il était peut-être pas capitaine avant d'avoir signé 7,8 Suzuki. Ça devrait s'approcher de ça certainement, là, 7,8, 8. Puis je pense pas que c'est des genres
de situations qui pourraient créer des frictions. Là. Je vois pas ça chez Suzuki et Caulfield. Après ça, je peux me tromper. Là, je les connais pas personnellement, mais je pense pas que c'est le genre de situation qui créerait des frictions. Voilà. À titre de comparatif, parce qu'on compare souvent Cole Caulfield à Alex DeBrincat. Alex DeBrincat avait signé un contrat de 3 ans à 6,4 millions. Évidemment, bon, il y a quelques années, donc le contrat, si on l'évolue dans le temps, c'est un peu normal qu'il y ait un petit peu plus. Et on peut s'attendre à ce que Caulfield signe évidemment à plus long terme parce que le Canadien, je pense, est satisfait déjà de ce qu'on voit. Je ne penserais pas qu'il va avoir un contre-pont ou quoi que ce soit dans son cas. Pour parler d'un autre joueur, justement, par rapport aux attentes fondées en lui, je voudrais qu'on parle de Kirby Dach. Donc, début de saison correct. Bon, on voit quand même du côté de la façon qu'il joue certains beaux flashs, mais peut-être un petit manque de constance. Que pensez-vous de Dach depuis son arrivée à Montréal? Je vais recommencer avec toi, Marc-Antoine. Ben moi, je vais juste faire une petite aparté dans le sens que moi, je l'avais vu avec les Blades de Saskatoon. J'avais regardé beaucoup, puis je trouve que c'est sensiblement un peu ce qui revient. C'est un joueur avec beaucoup de potentiel, mais tu te rends compte que c'est plate, ça finit comme pas vraiment. Les jeux aboutissent pas nécessairement. Je le voyais comme quelqu'un qui était peut-être un peu frileux, même malgré les 6 pieds 4. T'sais. Puis là, je me rappelle quand il était venu pour jouer dans les U20 là, avec l'équipe Canada, c'était quelque chose. Là, on n'en revenait pas, puis avec raison d'ailleurs. Malheureusement, il s'est fracturé le poignet. Ensuite, c'est passé sensiblement la même chose à Chicago. Je vois quelque chose qui revient. Moi, je suis relativement... je suis pas déçu, évidemment que non, puis il reste beaucoup de hockey à jouer, mais c'est ça, je sens là, avec tout ce potentiel-là, ça devient un peu décevant. C'est un peu comme Anderson par moment, là, tu le vois partir comme une bombe, là, ça n'a pas de sens, puis là tu fais « Oh là 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 là, la finition, ce n'est pas sa force. » Et tu vois peut-être pas le même genre de joueur qu'Anderson. Je trouve qu'il a des mains extraordinaires, il a un très bon lancer, mais il n'y a pas justement ce que pas Suzuki, mais Caulfield, là, c'est-à-dire d'être capable de terminer. Donc, je suis en train de me questionner sur son rôle, à me dire, ben, c'est quoi, il s'identifie comment, c'est quoi son identité de joueur. C'est vraiment ça que je me dis en ce moment. C'est-tu un passeur? C'est-tu même un centre ou un ailier? Éventuellement, peut-être que ce serait un excellent ailier droit. Je me pose la question profonde de l'identité. C'est quoi l'identité de ce gars-là? Il frappe pas, marque pas, bon passeur, il ne gagne pas ses mises en jeu. C'est quoi l'identité de ce joueur-là? C'est vraiment ma question pour le moment. Mais tout le monde est encore jeune, donc on a encore du temps de ce côté-là pour le développer. Mais j'y vais avec toi, Julien. Est-ce que de le voir justement sur, exemple, on l'a vu sur le premier trio dernièrement avec Caulfield, Suzuki, est-ce que ça peut peut-être l'aider à se relancer ou justement, comme Marc-Antoine en parle, l'aider à trouver une identité? Peut-être. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, Kirby Dach, il a vraiment une meilleure vision du jeu qu'Anderson. Anderson, c'est du nord-sud, mais il a de la misère avec le sud un peu des fois. Il n'est pas aussi bon défensivement. Kirby Dach est meilleur défensivement que Josh Anderson. Il est plus responsable. Je pense qu'il fait plus les détails. Il place mieux son bâton. C'est ça. Mais comme le commentaire l'a dit de Pascal Poirier, effectivement, c'est le problème à Chicago, c'est ce qui se faisait reprocher, c'est ce que je vois. C'est sûr qu'il arrive dans un nouvel environnement. C'est pas facile non plus dans tes années de développement d'avoir des grosses blessures comme il y a eu. Par contre, c'est ça, c'est qui? Parce qu'il frappe pas. Il n'y a pas nécessairement le contrôle de rondelle de Yoel Armia qui est capable de la garder 5 minutes dans le coin de la bande, mais il est quand même capable, mais pas autant. Au moins, il est capable de faire une passe à bonne place, par exemple, contrairement à Armia. Mais, c'est ça, il n'est pas moins mis en jeu, il n'est pas physique, il a des bonnes mains. Moi, il me fait penser à Armia, mais meilleur. Dans le sens, il a un peu les attributs d'Armia, il va avoir des flashs des fois avec ses mains, mais il plaque pas, il est là. Puis là, tu te dis, peut-être. Donc, je sais pas. Mais moi, on a donné Romanov un choix de 2. Romanov, premier des mises en échec chez les défenseurs, chez les Islanders. Premier d'un plus-moins chez les défenseurs, chez les Islanders. 2 points en 9 matchs, on le sait. C'est pas quelqu'un qui compte beaucoup de points. Mais il est dans le top 4. Il joue des minutes de top 4. Il est excessivement dur à jouer contre. Lui, il a une utilité claire. Le Romanov, là, c'était comme un Edmondson, là, mais qui a un meilleur patin. Kirby Dach, moi, je trouve qu'on a
surpayé. Je pense que Kent Hughes est trop en amour avec ce joueur-là, mais ça, tous les DG ou tous les coachs ont des préférés. Mais ce qu'il a payé pour Kirby Dach, honnêtement, moi, je suis toujours un peu... qu'on ait Kirby Dach, j'ai pas de problème. Mais par rapport à ce qu'on a donné, pour moi, là, c'est encore... j'ai encore de la misère à digérer, là, surtout que c'est un début, là, vous allez me dire, mais c'est ce que je m'attendais de Kirby Dach et pour ça que j'avais de la misère à digérer, c'est ce que je vois en ce moment. Juste pour rectifier, tu disais un choix de 2 avec Romanov, mais c'est Romanov a été envoyé aux Islanders avec un choix de 4 pour obtenir un choix de première ronde, donc qui était le 13e au total, si je ne me trompe pas. Et justement, ce choix de première ronde-là et un 3e ont été envoyés à Chicago pour Kirby Dach. Donc, c'est Frank Nazar, en fait, qui avait été choisi par les Blackhawks avec ce choix-là. Donc, reste à voir justement comment il va se développer, mais c'était quand même un très bon choix. Un choix très bien placé au dernier repêchage, donc qui aurait pu servir aussi tout simplement pour acquérir un autre jeune espoir chez le Canadien. Hugo, toi, pour compléter, que penses-tu justement des performances de Dach depuis le début de la saison? Ouais, brièvement, on en a parlé un peu. 21 ans, c'est encore super jeune pour moi. Puis, moi, je pense que c'est pas nécessairement négatif qu'on ait acquis un joueur qui se cherche un peu, qui se trouve encore une identité. C'est sûr que, comme Marc l'a dit, à 21 ans, si tu fractures le poignet, tu arrives dans la NHL avec une grosse blessure. C'est sûr que la confiance va en prendre un coup. Puis je pense que pour Kirby Dach, c'est vraiment quelque chose d'important. En ce moment, il n'est pas... quand il joue, j'ai l'impression qu'il n'est pas nécessairement à 100% en confiance de ses moyens. Une fois qu'il va être capable d'aller chercher cette aise-là, cette aisance-là, en fait, devrais-je dire, ça va bien aller, je pense, pour lui. Puis on voit clairement que Martin Saint-Louis lui fait confiance. On le fait jouer sur le premier trio, on essaie de l'utiliser à toutes les sauces un peu. Moi, je pense que ça va venir avec le temps, mais c'est sûr qu'à court terme, si on regarde ce qu'on a donné justement avec le point de Julien, comme quoi Romanov a un rôle précis dans une équipe, est très jeune, a des grandes responsabilités, est capable de vraiment là, subvenir aux attentes de l'entraîneur, ben, c'est sûr qu'on regarde ça à court terme en ce moment, on ne comprend pas trop, mais je pense qu'il faut laisser du temps à Kirby Dach parce que c'est un peu comme Kent Hughes, moi je l'aime bien. Puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans 2-3 ans. Si on continue à avoir un joueur qui a simplement des flashs et pas capable de finir ses jeux, là on peut commencer à se poser des questions. Mais à 21 ans, quand ça fait déjà 3 ans que tu n'as même pas joué l'entièreté d'une saison dans la NHL, là, je pense qu'on peut encore prendre le temps d'observer et d'essayer de trouver une identité à ce joueur-là. Ben, tu vois, André Tremblay, qu'on affiche le commentaire à l'écran, est d'accord avec toi, en fait. Donc, il voit justement des bonnes mains, il voit bien le jeu et il joue bien jusqu'à maintenant quand même avec Suzuki et Caulfield. Donc, de lui donner du temps et qu'il a un bon potentiel. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines Je vais juste ajouter, ouais. mettons, je le prends en ce moment, là, je suis plus content. Pour moi, il y a une meilleure compréhension de la game que Kotkaniemi. J'aime mieux lui, Kotkaniemi, dans mon équipe en ce moment. Absolument. Puis en plus, ça a l'air que c'est un humain A1. Il pourrait être capitaine de l'équipe canadienne. C'est quand même pas un 2 de pique. Là. Il a une super belle personnalité et tout. Fait, moi, ça m'encourage. Ça sera pas. Je ne m'attends pas à un flop de Kanyemi parce que de toute manière, il comprend déjà mieux la game dans tous ses détails. Fait, on peut s'attendre au moins à mieux que ça, ce qui est déjà bon. Oui, absolument. J'allais dire, j'ai l'impression que Kent Hughes a échangé le plancher de Romanov pour le plafond de Dach. Ouais. C'est clair? Genre, c'est comme tu vois que Romanov, OK, parfait, c'est top 4. Dach, ça pourrait être... si tu t'es repêché dans le top 3, c'est parce qu'on voit un premier centre. Ou au pire, un deuxième centre, en espérant que le repêchage joue en ta faveur dans les prochaines années. Fait que j'ai un peu l'impression que c'est ça qui s'est joué, parce que tu te dis, Romanov en série, ça n'a pas de prix. Là. Ça va coûter mers et mondes et marées, tout ce que vous voulez pour l'avoir à la date limite des transactions. Là, ça n'a pas de prix. Mais justement, puis le risque qu'il prend, c'est quand même un risque calculé à un certain point parce qu'on en a déjà parlé, mais les jeunes défenseurs dans le pipeline du Canadien, si on veut, il y en a beaucoup. Donc, de perdre Romanov n'était pas non plus dramatique. Par contre, c'est sûr que, exemple, si on repense encore là à ce choix-là qui a été échangé, peut-être que dans quelques années, on va dire on aurait gardé le choix. Mais là, c'est un peu la loterie du repêchage de voir si. Mais je pense qu'on aurait pu avoir plus pour Romanov, à mon avis. Ouais, moi aussi. Il a quand même gagné. Pour Romanov, quand même un premier choix et un troisième qu'on est allé chercher. Ouais. Ce qui est quand même très bien. C'est plus la suite, au final, l'ensemble des transactions qui se terminent en Dach. C'est ça. Donc,